quatrième journée du séminaire FITECO. Aujourd'hui, la journée d'ailleurs est consacrée principalement, pas principalement, les 4 personnes qui interviennent sont des personnes rattachées directement à l'UTC. Donc on va commencer par Charles Lenay, qu'on ne présente plus, mais on peut quand même préciser qu'il est donc professeur des universités à l'UTC, responsable de tellement de choses que je ne pourrais pas toutes les citer ici. Et puis, après, si tu veux ajouter quelque chose, je te laisse. La lumière ici. Oui. Ouais. Bah, disons que dans le truc que j'ajouterais, c'est que je suis enseignant de l'UV SC12, qui a là pas mal d'étudiants de SC12, enfin qui sont passés par SC12, et que il y a un gros passage du topo qui connaissent déjà. Ça va être de la redite. Un peu de façon un peu différente, mais quand même de la redite. Je m'en excuse. Mais... bon, donc j'y vais. Hein. Donc voilà, la commande, c'est de vous parler de Leroi-Gourhan et des idées qu'il a sur la technique, mais c'est pas tellement de Leroi-Gourhan, ces idées sur la technique dont je parlais, c'est me servir, essayer de comprendre certaines propositions de Leroi-Gourhan pour réfléchir du point de vue des sciences cognitives. Donc, ce qui va m'intéresser chez Leroi-Gourhan, c'est les pensées les plus contre-intuitives, les plus choquantes peut-être par certains côtés, qui viennent heurter en tout cas la logique habituelle sur des questions extraordinaires d'ambition. Puisque Leroi-Gourhan, eh bien, il veut expliquer, il veut répondre à la question d'où venons-nous, où allons-nous, pourquoi, enfin bon, il y a une vraie recherche qui est d'essayer de rendre compte du processus de l'hominisation, c'est-à-dire la construction, l'apparition du fait humain. Et donc, de nos capacités cognitives humaines, notre pensée, notre langage, nos capacités de conscience devant du possible, d'anticipation, etc. Et de penser toutes ces capacités humaines, nos capacités humaines, en prolongement direct et continu avec notre ancrage biologique. Donc, on va faire un petit parcours pour comprendre ces idées et voir, bien sûr, dans cette affaire, le rôle central et crucial qui est joué par la technique. Dans cette présentation, je ferai une lecture contemporaine de Leroi-Gourhan. Je ne discuterai pas, mais on pourra en parler dans la discussion, d'autres interprétations possibles de Leroi-Gourhan, on va dire plus spiritualistes ou plus finalistes. Je me tiendrai dans le cadre d'une approche naturaliste. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de forcer le trait au maximum. Ne serait-ce que pour rencontrer les apories. Quelles sont les apories qu'on rencontre d'ailleurs quand on veut faire une explication, nous les hommes, de nous la conscience, de qu'est-ce qui est l'origine de la conscience. Enfin, c'est les paradoxes habituels, mais là, on les rencontre en frontal. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on ne cède pas sur l'ambition de la naturalisation, de sorte à, comment dirais-je, s'il y a blocage, se rendre compte qu'il y a blocage. Mais en tout cas, pas le faire d'avance. Alors donc, pour attaquer ce qui est, on va dire, contre-intuitif, qui vont contre les traditions, la première grande affaire, et c'est ça qui une des fils conducteurs qui m'intéresse le plus, c'est la critique du cérébralisme, c'est-à-dire la critique que Leroi-Gourhan fait des approches, on va dire des familles très générales d'approches sur l'évolution humaine. Les approches classiques partent du mythe d'un ancêtre singe de l'homme et qui dirait finalement dans notre affaire humaine l'essentiel, l'important c'est le cerveau qui porte des capacités cognitives, une intelligence,
animal, et donc des capacités d'apprentissage individuel. Donc on va aller regarder dans des sociétés de singes qu'est-ce qui se passe quand il y a des situations d'apprentissage, de transmission des techniques, donc des protocultures. Et puis on se dit, bah finalement, ça y est, c'est parti, c'est tout petit, ça n'est qu'un fin ruisseau, mais commence déjà un début de culture, et après ça va s'enchaîner, et ça va prendre du temps un petit peu, mais il va y avoir une complexification, et puis finalement on va arriver au développement de tout le système technique. Et donc dans cette perspective-là, on considère que l'évolution procède par un processus, et l'évolution biologique, au départ, procède par une série de variations héréditaires des capacités cognitives et une sélection qui porte sur ces capacités. Bon, et ça donne des belles courbes comme ça, d'évolution du cerveau, et on pense hominisation et évolution du cerveau. Alors, pour le roi Gourand, ça, c'est faux, et il va prendre le contre-pied du cérébralisme. Alors c'est faux d'abord factuellement, parce que notre ancêtre n'est pas un singe dans le sens où on entend les singes maintenant, mais c'est un ancêtre commun entre nous les singes, c'est-à-dire quand même quelque chose qui remonte, mais alors là vraiment loin. Et quand on regarde notre phylum, alors j'insiste, hein, on pourra en discuter des questions factuelles. Ce qui m'intéresse là, c'est le système théorique de pensée de Leroy Gourand, hein. Après, il peut y avoir des discussions à propos d'observation et de connaissances actuelles. Enfin, ça c'est toujours confirmé de façon actuelle. Et je vous lis cette citation sur les premiers, on va dire, hominidés, qui peuvent être un peu plus anciens, mais aucun fossile relativement proche de nous, c'est-à-dire ces australopithèques qui se tiennent debout, aucun fossile relativement proche de nous ne laisse ce sentiment d'étrangeté, presque de gêne ou de discordance. Aucun ne donne l'impression d'un homme inhumanisé plus que celle d'un singe qui s'humaniserait. Cette gêne vient de ce que les australanthropes sont en réalité moins des hommes à face de singes que des hommes à boîte cérébrale défiant l'humanité. Nous étions préparés à tout admettre, sauf d'avoir débuté par les pieds. Autrement dit, ce qui est fait d'abord l'homme, et ce qui marque déjà dans l'évolution la séparation avec ce qui va donner d'autres lignées de primates, mais eh bien, c'est d'abord une posture verticale d'un préhenseur permanent, c'est-à-dire qu'il y a un primate qui peut tenir des objets et se déplacer avec en permanence, mais qui nous ressemble, on le rencontrerait dans la rue, on dirait il n'est pas très joli, mais il serait quand même plus du côté humain, parce qu'il se promènerait comme ça, mais il a un tout petit cerveau, ça c'est clair. Donc, d'autre part, prendre le cerveau comme fil directeur, c'est faire, alors au début j'avais dit un anthropocentrisme, un peu idiot, vu que c'est l'homme, mais bon, c'est-à-dire c'est surtout faire, c'est essayer d'expliquer l'humanité par l'intelligence, mettre l'intelligence en premier et essayer de croire que la grande affaire, c'est une sélection qui porterait sur l'intelligence dans l'évolution humaine et que ce serait ça le principe directeur. Et surtout, c'est concevoir, parce que quand on est en face de ce truc si compliqué de se dire, bon bah tiens, voilà, nous on est comme on est, mais d'où ça vient, on remonte, mais on a toujours tendance à vouloir retrouver dans les ancêtres quelque chose qui nous ressemble, mais seulement en moins. Ils étaient ok, ils étaient pas très très intelligents, mais quand même un petit peu, et c'est ce petit peu qui a augmenté, mais c'est pas vraiment répondre, c'est-à-dire c'est vraiment un phénomène que les historiens rencontrent sans cesse. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est quand même de se rendre compte que dans le passé, les choses étaient radicalement différentes. Si on essaye d'expliquer le passé à partir du présent, on fait vraiment l'erreur numéro 1 que combat tout historien, Guillaume pourra me soutenir. La grande affaire, c'est quand même d'essayer de comprendre une époque pour elle-même, avant, et comment elle porte son avenir, mais non pas
l'expliquer à partir de notre présent, sinon c'est pas intéressant. Bon, donc le renversement de Leroi-Gourhan, c'est de placer la question technique en premier, alors qu'évidemment dans le schéma d'avant, la technique c'était simplement une conséquence du développement du cerveau. Alors ça va nécessiter toute une série d'opérations sur lesquelles je vais aller très vite parce que c'est plus la fin du topo qui m'intéresse et là je sais que je vais avoir du mal. Alors pour dire ça, il faut quand même être un esprit très original. L'esprit de Leroi-Gourhan est original, ça peut aussi s'expliquer par une biographie originale, c'est quand même quelqu'un qui a commencé avec un CAP et qui finit au Collège de France. Alors, et qui a, au long de son parcours, fait 2 thèses. D'abord une thèse d'archéologie, d'ethnologie plus, et puis après une thèse de paléontologie. Et là, je m'intéresse surtout à la partie paléontologique de Leroi-Gourhan. Il a été sous-directeur du Musée de l'Homme, voilà. Et puis, les 2 grandes publications importantes, c'est... Ah ben, je ne l'ai pas remarqué là, mais dans les années... ah oui, c'est ça, c'est L'Homme et la matière, dans les années 40, dont je leur parlais, et Le geste et la parole, dans les années 60, qui a eu un très grand effet dans la philosophie française. Alors, pour faire cette opération-là, de placer la technique en premier, eh bien, il faut d'abord montrer qu'on peut connaître la technique. Alors, vu qu'on les a déjà vus, je peux aller assez vite. Il y a cette idée, justement, dans L'Homme et la matière, de dire, pour ranger tous les outils, en plus, il doit s'occuper de la mise en place un peu du Musée de l'Homme dans les années 30, eh bien, finalement, on doit pouvoir y arriver. C'est déjà extraordinaire comme ambition, se dire, tiens, je peux peut-être faire un rangement de toutes les techniques possibles, pour l'ère pré-industrielle, bien sûr. Et pour ça, je vais regarder que les relations de l'homme et de la matière, eh bien, elles sont en nombre limité. Voilà, il n'y a pas 36 façons de couper, soit je fais en percussion posée, soit lancée, soit avec un percuteur, ce qui donne tel et tel type de conséquences. Enfin, on en avait déjà un petit peu parlé. Donc, il y a cette prétention à connaître en regardant les genres de matière, les types d'actions, les forces mobilisables. Et ça va donner ce qu'on appelle, et pour faire cet ordonnancement de toutes les techniques possibles, eh bien, comme ethnologue, là je commence, et c'est suivant la carrière de Leroi-Gourhan, comme ethnologue, eh bien, on y va tranquillement. Et dans L'Homme et la matière, je vous conseille le livre, c'est extraordinaire. Essayer de donner toutes les techniques possibles. Et finalement, ce qu'il appelle tendance, c'est ça. C'est pas une finalité, une tendance, c'est simplement le déterminisme des formes possibles du lien entre la vie et la matière, la vie et le type de couplage possible, on dirait de façon moderne. Et ça explique simplement le fait qu'on puisse parler, faire de l'ethnologie. Le nombre des outils ou objets de fabrication ou de transport est donc relativement réduit. Quelques centaines de termes définissent clairement les innombrables cas particuliers. Pouvoir dire hache, traîneau, rouet et susciter aussitôt des milliers d'objets de toute provenance et de tout âge marque comme le degré supérieur d'un déterminisme technique. Autrement dit, voilà, il y a la hache de telle contrée, de la hache de telle contrée. Il y a quelque chose de semblable, c'est les haches. Maintenant, évidemment, il n'y a pas 2 haches pareilles, et suivant les cultures, les histoires, les époques, on a fait, et les hommes ont fait des haches qui appartiennent à leur culture, à leur civilisation. Mais ce sont quand même des haches. Donc, c'est l'histoire donc, le concept de Leroi-Gourhan, c'est de dire, finalement, il y a ce qu'on appelle les tendances, par exemple le principe de la hache, et des faits. Les faits, c'est des haches en particulier, avec toutes sortes de propriétés qui sont très intéressantes et qui permettent de rendre compte de filiation ou de diffusion. Mais, et c'est ça quand même déjà la première idée provocante, il existe des universaux, des modes de couplage de la vie et de la matière. Et la réussite d'une invention dépend du milieu technique dans lequel arrive cette invention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, toute technique n'est pas forcément acceptable, ça dépend d'un milieu technique.
Mais tout ça, on en a peut-être déjà trop parlé depuis le début du séminaire, donc je vais vite. En tout cas, cette idée fonctionne pour le roi Gourand aussi bien pour les techniques qu'il décrit dans les ethnies qu'il rencontre et où il recueille dont il recueille les objets, aussi bien donc pour ces ethnies que pour les espèces animales. Tout de suite, le lien et la continuité entre les questions biologiques et les questions ethnologiques lui semble évident. Je pense que ça tient aussi à son éducation. Il n'a pas eu ces divisions disciplinaires d'emblée en tête. Donc voilà, on peut dire cela est dû en zoologie comme en ethnologie au caractère permanent des tendances. Tout semble se passer comme si un prototype idéal de poisson ou de silex taillé se développait suivant des lignes préconcevables. Il n'y va pas avec des dentelles. Du poisson à l'amphibien, au reptile, au mammifère ou à l'oiseau, du silex indifférencié dans sa forme aux lames finement retouchées, au couteau de cuivre, au sabre d'acier. Il y a des invariants qu'on va retrouver dans tous ces systèmes. Par exemple, tout bêtement, on démontre en traînant dans l'eau une masse plastique qu'un solide quelconque en déplacement dans l'élément liquide prend forcément un aspect fusiforme particulier et que le thon, l'ichthyosaure, qui est facile, la baleine et le bateau ne pouvaient pas avoir d'autre plan général que celui qu'impose la physique. Et c'est pour ça qu'on va voir que les dauphins peuvent vaguement ressembler aux requins, alors qu'il n'y a aucun rapport, évidemment, du point de vue phylogénétique. Donc, dans cette perspective-là, déjà, la technique est étendue à l'ensemble du monde vivant, c'est les modes d'existence. Et j'ai été vite, et je suis obligé d'aller vite tout le temps dans ce topo, penser qu'on peut penser les types de couplage possibles, ça oblige évidemment en ethnologie, et les enjeux idéologiques sont très intéressants et très importants, à lutter contre l'idée de diffusion, et en tout cas la suprématie de l'idée de diffusion au profit de l'idée de convergence. C'est-à-dire, il est possible que des groupes humains situés à droite, à gauche, à différentes époques, découvrent la même chose. Et on n'a pas, c'est pas une copie, si les toits sont à double pente, c'est parce que c'est plus pratique pour la pluie qui coule. Et ça s'est trouvé inventé de différentes façons, et le harpon a été inventé. Bon, ça, c'est les phénomènes de convergence. En biologie, quand on retrouve des caractères semblables dans des phylums différents, généralement, c'est considéré comme des pièges. C'est-à-dire, attention, on pourrait se tromper, on pourrait croire, c'est le naïf qui va mettre le requin avec le dauphin, il n'a rien compris à l'évolution, il s'est fait avoir par un phénomène de convergence, et tout le problème du biologiste, c'est d'échapper à ça. Mais le roi Gourand, lui, prend les choses dans l'autre sens. Il dit, oui, mais justement, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est quels sont ces faits de convergence? Et donc, là, c'est une chose intéressante, c'est que le principe donc, de la pince, mais ça, encore une fois, je m'excuse pour essayer d'où, je ressors quelques morceaux de cours. Le cas des oiseaux est précieux, car il montre que la possibilité d'intervention de la main, c'est-à-dire le principe de la pince, non seulement n'est pas lié à des groupes zoologiques étroits qui conduiraient directement du Coelocanth à l'homme par les singes, donc il n'est pas dans un phylum, mais qu'elle est même, dans une certaine mesure, indépendante d'un territoire anatomique déterminé. C'est-à-dire que le principe de la main, non seulement ce n'est pas un truc spécial des primates, mais c'est un truc, chez les oiseaux, c'est au niveau des pieds, chez l'éléphant, c'est au bout du nez, mais on va avoir donc le principe de la pince indépendant d'un territoire anatomique déterminé. Donc, je passe, mais du coup, le roi Gourand déplace le problème. Son problème, ce n'est pas des filiations, son problème, c'est de comprendre les types de couplage avec le monde et comment à chaque fois la situation, ce qu'il appelle la situation fonctionnelle d'un organisme enchaîne sur d'autres solutions. À chaque fois, étant donné le mode de vie, eh bien, il n'y a pas 36 autres façons de se transformer. Parce que
c'est exactement comme pour une ethnie, étant donné son type d'organisation, il n'y a pas 36 types de nouvelles techniques qui peuvent être adoptées étant donné le milieu technique. Étant donné le milieu fonctionnel de l'espèce, il n'y a pas 36 façons dont elle peut se transformer. Donc on peut étudier la façon dont l'espèce, à chaque moment, définit les possibles qui s'offrent à elle. J'ai mis ce schéma-là pour dire, mais ça aurait été une conversation avec Vincent Bontemps, qui hier nous a fait un topo, pour dire qu'il n'y a pas besoin, pour dire ça, d'être dans une perspective lamarckienne. Ce qui est important, c'est de bien voir qu'à tout moment, dans un processus, on va dire bêtement darwinien, il y a des variations héréditaires, il y a une sélection qui produit une évolution. Là, c'est de dire, oui, mais attention, la sélection, elle est toujours définie par l'espèce. C'est-à-dire, une espèce, à un moment donné, définit un champ de problème, et donc le type d'évolution qu'elle peut subir est défini à chaque moment par l'espèce. C'est l'espèce qui définit les conditions de sélection qu'elle subit. Alors, ça peut donner donc des scénarios évolutifs. J'ai pas le temps, mais le roi Gourang, qui manque pas d'ambition, je le répète, il démarre depuis l'unicellulaire et il finit en le geste et la parole. Il ne s'arrête pas à notre époque, hein, il continue dans l'avenir. Hein. C'est pour ça que le livre vaut d'être lu. Il imagine qu'est-ce que va devenir l'homme dans quelques millions d'années. Mais toujours est-il qu'il y a cette solution de la bipédie. Mais tout au long de cette histoire, et pourquoi j'ai dû faire vous raconter ça, tout au long de cette histoire dans le monde vivant, ce qu'on observe, c'est toujours une avance de la structure corporelle sur le développement du système nerveux. C'est jamais le système nerveux qui conduit l'évolution, mais au contraire, toujours à la suite d'une transformation osseuse, puisque évidemment les paléontologues étudient les os, et lui, le roi Gourang en particulier, s'intéresse à la structure, à toutes les contraintes mécaniques de la structure du squelette. Mais donc il dit, on ne pourrait pas citer d'exemple d'un être vivant dont le système nerveux ait précédé l'évolution du corps, alors qu'on peut donner de nombreux fossiles dont on suit pas à pas le développement du cerveau dans une charpente acquise depuis de longues périodes. Donc on voit bien, on a souvent, on observe des premiers amphibiens, on voit l'espace occupé par le cerveau qui augmente, mais sur un modèle corporel défini auparavant. Alors, autrement dit, à chaque fois, il n'y a pas un principe de sélection qui porterait sur plus de cerveaux en soi. Il faut d'abord qu'il y ait un problème à résoudre. Autrement dit, si le champ des actions pour un organisme, à un moment donné, sa situation fonctionnelle, fait que son champ des opérations dans le monde est limité à telle et telle action, si on reprend l'exemple de la tique dont on parlait, bon, il n'y a pas 36 000 choses à faire, donc il n'y a pas besoin d'un gros système nerveux pour contrôler les liens entre sensations et actions. C'est seulement pour les organismes, à chaque fois qu'un organisme, étant donné son évolution, augmente le répertoire des actions possibles, que dans un second temps se développe un système nerveux adapté à cette demande, en quelque sorte. L'enrichissement progressif du système nerveux est un fait d'évolution du même ordre que le perfectionnement des commandes automatiques des machines par rapport à l'évolution des organes mécaniques. Il faut déjà qu'il y ait les organes mécaniques et après, on fait des systèmes de commandes. D'accord ? Autrement dit, ce que dit le roi Gourang, c'est que le principe d'évolution, de transformation, n'est pas guidé par l'intelligence, par l'esprit. Il est guidé, et au contraire, le développement du système nerveux va dépendre du champ des opérations accessibles à chaque moment dans l'évolution biologique. L'exemple que je prenais pour expliquer l'affaire, c'est que imaginez que vous êtes, enfin je raconte ça encore aussi, imaginez que vous êtes une vache, alors vous avez les 4 pattes plantées dans la prairie, et par une grande opération
je vous mets le cerveau d'Einstein dans la tête de la vache, ou votre cerveau à vous, puisque c'est presque pareil. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Paf! Ok, vous regardez à droite, à gauche. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de la journée? Mais vous allez peut-être repérer un coin d'herbe, etc. Mais ça va quand même être très dur. Parce que vous avez les 4 pattes plantées dans le sol et que vous n'avez pas grand-chose. Évidemment, avec votre langue, vous pouvez faire des trucs. Vous pouvez commencer à faire le taureau, enfin faire des trucs, mais ça va rester très très limité. Pas si limité que ça quand même, puisque la vache est un mammifère et qu'elle n'est pas bête du tout, hein, mais quand même. Donc ce qu'on dit là, c'est qu'à chaque fois, l'évolution du cerveau suit le répertoire des opérations possibles. Alors qu'est-ce qu'il en est pour nous dans notre film? Alors là, c'est le schéma obligatoire que je passe en SC12, mais encore plus cruel, c'est que je l'ai passé à l'examen de SC12 la semaine dernière. Donc, alors, pourquoi ce schéma-là est-il intéressant et qu'on le retrouve tout le temps? Parce que, bon, ben voilà, il met en relation, alors, les faits, la discussion, Eric Boëda pourrait venir nous compliquer l'affaire. Ok, et là je m'en tiens à ce que dit Leroy-Gourhan, et grosso modo, le principe est là. Oui, il y a une augmentation progressive sur des cas observés de la masse cérébrale, mais il y a aussi une augmentation. Alors ça, c'est la longueur de tranchant, non, là c'est la longueur de tranchant par kilo de silex, c'est-à-dire, bon, une façon d'évaluer la complexité du système technique. Là, c'est le nombre d'outils différents. Et voilà, entre donc 2,5-3 millions d'années et maintenant, on a une évolution, mais au départ, et c'est ça, il y a 2 faits qui sont intéressants là. Il y a d'abord une extraordinaire lenteur, et c'est ça l'étonnement, hein, et on en a parlé avec Boëda, l'étonnement, la sidération, c'est qu'on a là des êtres qui ont des outils ultra simples, d'accord, que tout ça, il va y avoir une énorme période, tous les arthropes, où ils vont avoir le biface. Vous avez vu la fabrication du biface, c'est pas rien, hein. C'est pas un choc quelconque, c'est vraiment un choc qui doit être construit, pensé. Eh bien, ces gens-là qui ont de biface, ils vont se le traîner pendant un truc comme 700 000 ans, et avec quelques petites transformations, mais vraiment, on stagne. Il y a une lenteur, on se dit, mais pourquoi? Alors, je vais y revenir. Donc ça, il y a d'abord cette lenteur, et puis après, pop, libération, et là, on rentre vraiment dans une histoire culturelle, on quitte le champ biologique. Mais tout l'intérêt et tout le défi cognitif et explicatif ici, présent, c'est d'essayer de faire un passage en continu. Parce que pour dire, bah tiens, voilà naît l'homme, naît l'humanité contemporaine, on pourrait dire, ah bah ok, si c'est ça, c'est parce qu'il y avait ça, bah, enfin, hop, ah mais c'est apparu là, mais c'est en tout petit. Mais dans ce cas-là, mais là, pourquoi c'est apparu? Évidemment, le problème rebondit. Qu'est-ce qui est apparu? Qu'est-ce qui fait la particularité de l'humanité? Dire que c'est avec le premier outil on entre dans la culture, c'est ce que conteste en fait Leroy-Gourhan, parce que ce serait se donner ce qu'il faut expliquer. Alors, donc, le premier stade de cette évolution, et maintenant on s'est donné les outils pour le comprendre, eh bien, Leroy-Gourhan conserve la même logique, hein, c'est-à-dire les outils, c'est simplement comme des organes séparables. Oui, c'est vrai que c'est plus pareil que les autres techniques de survie dans les autres espèces. Ces organes peuvent se séparer de l'organisme, mais ils sont fabriqués avant et indépendamment des conditions de leur usage. Comme les organes qu'on a, nos yeux sont fabriqués dans le ventre de notre mère, enfin se produisent, se construisent avant qu'on s'en serve.
nos ongles, enfin bon, nos organes sont construits avant l'occasion d'usage. Eh bien, pareil, imaginons qu'il en soit de même, c'est-à-dire que là, la technique n'est pas le produit de l'intelligence. Du coup, évidemment, si on est un être entouré d'outils, alors ça, c'est vraiment une situation de complexification des opérations possibles qui suscite, qui porte à une pression de sélection en faveur d'une augmentation du système nerveux. Alors, donc ici, c'est de dire que c'est le milieu technique qui force une évolution du cerveau et non pas le contraire. Et donc, autrement dit, la théorie que Leroy-Gourhan va nous faire, et que je vous dis là, c'est exactement l'opposé des approches cérébralistes dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire de la technique et des techniques qu'on peut observer chez les primates. Toujours on a tendance à dire, ah bah tiens, on a vu là des débuts de technique chez les primates, oh, c'est de la lueur de l'humanité qui apparaît. Non. Leroy-Gourhan dit que c'est précisément le contraire. En effet, ce qui caractérise les grands singes, donc chez les grands singes, ce qui caractérise le langage et la technique, avec des guillemets, c'est-à-dire les systèmes de cris qui s'échangent, les techniques qu'on observe, ce qui caractérise chez les grands singes le langage et la technique, c'est leur apparition spontanée sous l'effet d'un stimuli extérieur et leur abandon non moins spontané ou leur défaut d'apparition si la situation matérielle qui les déclenche cesse ou ne se manifeste pas. Autrement dit, ce qui caractérise les primates, c'est qu'ils sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils savent trouver une solution par rapport à un problème. Mais dans ce cas-là, cette technique qui est une solution par rapport à un problème ne porte pas de pression de sélection, elle ne peut pas être à l'origine d'une évolution parce que c'est une solution. Tandis que la technique pour les hommes, ce n'est pas une solution, c'est un problème. C'est un pouvoir, c'est une situation, c'est un milieu qui force une évolution. Hein? Donc, c'est parce que la technique des hominidés est déterminée biologiquement qu'elle est porteuse d'une évolution du système nerveux central. Tandis qu'une technique qui est le produit de l'intelligence ne peut pas être porteuse d'une tendance. C'est ça le premier paradoxe. Mais vu que le temps passe très vite, je vais être obligé d'accélérer pour vous dire quelques points. Donc, oui, j'ai bien compris. Le problème... Donc maintenant, notre problème est posé de façon plus radicale. On ne se donne pas la mémoire au départ, ou l'invention, la technique produite par l'intelligence, ok, une technique produite comme n'importe quel autre organe. Alors, maintenant, notre problème, c'est la libération de la mémoire. Et là, je renvoie à Guillaume. Premier topo, il y avait une distinction qu'il faisait, il disait, Guillaume, eh bien la technique, elle peut avoir deux sens. Un, c'est soit l'outil qu'on a en main, enfin les outils, les objets, soit les savoir-faire, la façon dont on s'en sert. On parle de la technique, il a une bonne technique au tennis, etc. Ou une bonne raquette de tennis, il faut les deux. Alors, si on se place du côté du monde vivant, bah pareil, il y a des organes, d'une part, et puis il y a un système nerveux de contrôle de ces organes. Les organes sont définis, mais portés par une mémoire génétique. Enfin, on va dire, pour faire simple, en plus John n'est pas là, donc je peux le dire, ils sont portés par une mémoire génétique. D'autre part, c'est grâce à un système nerveux, eh bien et c'est possible, suivant les espèces bien sûr, mais on va considérer les espèces où c'est possible, qu'il y ait un apprentissage de l'usage. Et puis finalement, le lionceau, il naît avec tout ce qui va bien pour être lion, mais quand même, il y a une période d'apprentissage au long de sa vie. Il va développer son savoir-faire. Ça, c'est un peu la partition habituelle. Ce que fait Leroy-Gourhan, c'est d'abord, je viens de vous le dire, de dire que pour les premiers outils, pareil, même logique. Les outils sont déterminés par la mémoire de l'espèce. Et après, bon, il peut y avoir un apprentissage dans l'usage de ces outils. Notre problème, c'est de dire, mais comment va pouvoir se produire une libération de l'histoire des techniques qui ne soit plus une histoire biologique, mais qui soit une histoire culturelle. Et donc, c'est cette séparation qui est l'événement le plus intéressant et que malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour raconter.
évidemment, au départ, notre réaction, c'est de se dire, et c'est ça la grande tendance générale, c'est de se dire, ah bah tiens, mais vu que la fabrication des outils, c'est pas comme la fabrication d'un autre organe, c'est quelque chose qui se passe là, dans le monde. On voit, les gars, ils sont en train de le faire, c'est pas comme la fabrication de mon œil qui s'est passée pendant l'embryogenèse, c'est quelque chose qui se passe là, dans l'environnement. Donc, si quelqu'un invente, innove, quelqu'un d'autre devrait pouvoir apprendre ce qu'a fait celui qui a innové. Pourquoi pendant ces millions d'années, enfin ces centaines de milliers d'années, quand un gars il avait une idée, ou par hasard, la lame, vous avez vu comment on extrait une lame, bon, sur des millions d'années, il y a bien un gars qui a tapé sur le silex, peut-être il ne l'a pas fait de travers, puis toc est sorti une lame, tout le monde s'est peut-être dit, oh tiens, alors bon, ils l'ont ramassé, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas démarré? Pourquoi ils se sont dit, bon, la prochaine fois on va le faire exprès, quoi. On va construire. Eh bien, donc on a envie de se dire ça. Hein? Mais sauf que ce qu'il y a, c'est qu'il faut expliquer cette capacité-là. Comment je peux reconnaître un nouveau stéréotype? Comment je peux construire une nouvelle finalité? Autrement dit, ce que nous demande le roi Gourand, et ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de plonger dans les tréfonds de cette humanité où n'existe pas cette capacité-là pour en comprendre la genèse. Et c'est pour ça que le travail de Leroi-Gourhan est ultra intéressant par rapport aux sciences cognitives, etc. C'est qu'il s'agit de comprendre la genèse de la capacité de penser du nouveau à travers de ce qu'on observe. C'est, autrement dit, pas confondre apprentissage et acquisition du nouveau. On ne peut pas apprendre quelque chose qu'on ne sait pas déjà faire quelque part. On est à l'apprentissage toujours limité par un champ de possibilités dont on dispose à un moment donné. Et ce champ de possibilités qui doit être augmenté, et en particulier le champ des stéréotypes reproductibles. Alors, donc depuis l'origine, bien sûr, il y a des capacités d'apprentissage. Depuis, d'ailleurs, c'est vrai chez des organismes préhenseurs, des primates ou des pongidés bien avant la séparation, enfin, des australopithèques, il y a toujours il y a des possibilités d'apprentissage. Mais ces possibilités d'apprentissage, elles sont limitées, elles sont aux actions, aux opérations possibles dans l'environnement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les techniques de reproduction ne sont pas la même chose que les techniques de production. Un nouvel outil n'est pas le modèle de la production de cet outil. Quand j'ai fait ma blague, enfin, pas ma blague, le truc tout à l'heure, je dis sors une lame, la nouvelle lame qui vient de sortir, n'est pas le programme de fabrication de cette lame. Un nouvel outil n'est pas sa mémoire. C'est une erreur logique de penser que un outil est la mémoire de cet outil. Parce qu'avec un tournevis, je n'ai pas le principe et les outils pour construire un tournevis. C'est pas, un tournevis, c'est pas ça qui fait un tournevis. Ça, ce serait un cas de récursivité. C'est vrai qu'il y a des pierres taillées, on l'a vu, il peut y avoir des situations où l'objet fabriqué sert à fabriquer cet objet. Mais l'effort que demande Leroi-Gourhan, c'est descendre, calmer, je dirais, le jeu, j'ai pas le temps de le faire complètement, mais de s'en tenir aux opérations concrètes. Ne mettez pas du concept pour expliquer l'apprentissage, c'est le concept qu'on veut expliquer. Donc tout doux, pas de stéréotypes, etc. Vous voulez de l'imitation, eh bien il faut décrire l'ensemble, ou de l'innovation, il faut décrire l'ensemble des opérations concrètes qui peuvent réaliser cette opération. Vous amenez un nouvel outil, quels sont l'ensemble des nouveaux outils, des autres outils qui permettent la fabrication de cet outil? Quels sont l'ensemble des actions disponibles qui permettent la reproduction de cet outil? Autrement dit, les mnémotechnies, les techniques de la mémoire, les techniques de production de l'objet vont tendre à se séparer. Mais là, il faut que je calcule ma trajectoire. Donc quand on suit l'évolution, au départ profondément biologique des techniques, eh bien,
effectivement, il y a une complexification. Donc, on l'a vu, ce stade accueilléen, bon, avec le biface. Alors, donc on reste toujours dans la même logique d'une espèce qui a des champs de possibilités augmentés par la technique et qui développe le système nerveux pour répondre à ça. Mais évidemment, quand même, l'outil a introduit quelque chose de nouveau, une perturbation extraordinaire dans le système classique de l'évolution biologique. Cette perturbation, c'est que tout simplement les organes restent, les gens s'en vont, c'est-à-dire que j'ai fabriqué mon biface et je m'en vais et je le laisse à d'autres qui s'en saisissent. Autrement dit, on rentre dans un monde où on peut s'échanger des organes, alors qu'avant, bon, on était simplement, l'ensemble des possibilités d'agir était attaché au corps. Donc, commence à exister une transmission indépendante par rapport aux transmissions biologiques, transmission d'un milieu technique, donc d'objets qui passent de main en main, de saisie, c'est-à-dire faisant partie de mon corps au moment où je m'en sers, à lâcher, donner et transmis. Évidemment, ça change toute la dynamique de ce processus évolutif où il y a une construction, on va dire, concrète du milieu de sélection. Je passe pour dire que là-dedans, dans ce cadre-là, le roi Gourand décrit toute la complexification et surtout ce qu'il appelle une syntaxe des chaînes opératoires, c'est-à-dire que les opérations de fabrication commencent à demander des combinaisons d'actions qui peuvent être elles-mêmes réorganisées en différents types de séquences. Et c'est dans ce cadre-là que les conditions de la reproduction d'innovation, de nouveautés, plus nombreuses, s'installent. Autrement dit, c'est le champ des opérations de fabrication reproductibles qui augmente. Donc, je vais quand même sauter un petit peu, mais je dirais qu'au long de ce processus, on comprend qu'il y a une tendance à l'extériorisation, un processus d'extériorisation. D'abord, c'est l'outil qui est extériorisé. Et puis après, puisqu'il faut des outils pour faire des outils, eh bien, c'est les conditions de la fabrication des techniques qui est extériorisée, et ce processus augmente où il y a toujours de plus en plus d'éléments extériorisés, mais surtout, c'est la mémoire qui tente à s'extérioriser. L'outil ne portait pas sa mémoire en soi, mais petit à petit, se met en place tout un système technique qui est porteur, qui est suffisant pour être porteur d'une mémoire de transmission d'innovation. Donc, ce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer, c'est qu'évidemment, ce dispositif est à feedback positif, c'est-à-dire qu'il tend à s'accélérer. Et donc, finalement, de plus en plus, cette mémoire externe devient suffisante pour enregistrer des innovations techniques. Bilan, la technique n'est plus liée chez l'homme sapiens au progrès cellulaire, mais elle paraît s'extérioriser complètement et vivre en quelque sorte de sa vie propre, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où, eh bien, il n'y a plus d'évolution du côté de l'espèce, le relais est pris par une évolution, une transformation du milieu technique qui est capable d'enregistrer ses propres variations, ses propres innovations. Il y a une mémoire qui appartient au domaine culturel qui n'est plus la même, donc, et on rentre dans ce qui va ressembler donc à l'humanité, c'est-à-dire une histoire arrachée, si on veut, même si c'est toujours ancré dans le monde biologique. Donc, et à partir de là, de la même façon que les espèces se différencient, les ethnies se différencient, et la différenciation ethnique est porteuse de la possibilité de la différenciation individuelle. Alors, pour dire quelque chose dans la minute et demie qui me reste, c'est que si on suit comme ça un processus, on va dire, d'autonomisation d'une mémoire culturelle à partir de la mémoire biologique, mais d'une séparation continue, sans un miracle,
sans un grand événement, mais avec simplement une logique qui est portée par la technicité, par la technique même, et l'extériorité de l'outil, à ce moment-là, on peut revenir sur ce qu'on appelle les fonctions cognitives, par exemple la capacité de viser à un but dans les actions. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour ça, le roi Gourand va accepter que dès les tréfonds du monde animal, partout, il y a la possibilité de viser une fin. Ça, c'est pas un truc propre des humains. D'abord, c'est quelque chose qui est beaucoup plus propre du biologique même. Le biologique est capable d'organiser et de produire quelque chose de constant au milieu du divers, comme par exemple des espèces, des formes qui sont constantes au milieu de la diversité du monde. Donc, ok, il y a une conscience technique mais même pas seulement pour les premiers anthropiens, mais pour les animaux, suivant leur possibilité d'agir. Ce qui va caractériser l'hominisation et notre humanité, notre conscience, ça va être la diversité des choses que l'on peut viser, des archétypes, des formes idéales que l'on peut penser. Autrement dit, l'anthropien a une conscience, une visée, mais cette visée, elle est limitée. Il peut prévoir, mais il ne peut pas choisir ce qu'il prévoit. Il essaye de faire quelque chose à l'intérieur d'un champ de possible, mais il n'a pas plusieurs choix possibles. Ses capacités d'anticiper sont inscrites dans son organisme. Tandis qu'à partir du moment où les outils, les dispositifs, comme les organes, anticipent leur usage futur, eh bien, je vais pouvoir commencer à manipuler des anticipations comme je manipule des outils. Il va y avoir des emboîtements et enchaînements d'anticipation au long des stades jusqu'à une libération des possibilités d'anticipation, c'est-à-dire nos possibilités de raisonnement. Mais je vais m'arrêter là-dessus. J'ai évidemment tout le système de... Le roi Gourand ne renonce à rien dans le genre essayer de tout expliquer. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est ce courage-là qui m'intéresse, à vrai dire. Même si on échoue, c'est quand même toujours intéressant d'essayer. Donc, évidemment, il s'agit aussi d'expliquer le langage, mais vu qu'on a vraiment la zéro trace sur l'origine du langage, la grande astuce, c'est de dire oui, mais on va dire que c'est à peu près le même schéma que pour la technique. Et grosso modo, ce qui va caractériser notre langage, c'est la construction des signes avant leur usage. De la même façon que ce qui était essentiel pour la technique, c'est peut-être pas assez dit, c'est que l'objet doit être conçu et fabriqué avant et indépendamment de sa situation d'usage. C'est cette avance, on va dire, du signifiant sur le signifié qui est si importante. Donc voilà, pour conclure, je dirais que ce qui est intéressant, en tout cas dans les choses que peut nous amener à penser, et dont on peut discuter à partir de le roi Gourand, c'est de se dire que nos capacités, on va dire, de se détacher, oui, j'ai dû sauter, enfin, par rapport au vécu, à l'immédiat, donc de pouvoir raisonner, imaginer indépendamment de l'action. Tout ça, ce sont des capacités qui nous sont données par le social, comme des outils qui nous sont donnés par le social. Donc, toute cette pensée va dans le sens que notre pensée n'est pas quelque chose qui se produit dans notre tête, mais qui est construit dans un système, dans un milieu dans lequel on est, un milieu technique, dans lequel on s'inscrit et on baigne et qui porte nos capacités de penser. Autrement dit, ce que ouvre le roi Gourand, c'est une conception de la pensée, de la cognition, qui fait exploser, je dirais, les cadres classiques informationnels et représentationnalistes qui, à mon avis, c'est-à-dire qu'ils pensent la technique
il pense la façon dont les outils et dispositifs techniques, alors là, vraiment dans le sens très fort, participent à notre Constitution, mais je dirais que l'intérêt, c'est que ça n'est pas une réduction. Mais on pourra en reparler tout à l'heure. Voilà.